Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va corriger les exercices de la fiche méthode sur les fonctions de plusieurs variables. Alors on a cette fonction et on doit démontrer qu'elle est continue sur R2. Alors je vais peut-être vous faire un exemple dans le cas d'une fonction d'une seule variable. Par exemple si vous avez sinus x sur x pour x différent de 0 et 1 pour x égale 0. Et que la question, admettons que la question c'est montrer que f est continu sur R. Alors comment on ferait? Déjà dans ce cas-là, comment on ferait? Eh bien, ce qu'il faut regarder, c'est... il y a deux choses à regarder déjà. Il faut regarder sur R étoile. Sur R étoile, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la fonction que je dois étudier, c'est simplement la fonction sinus x sur x. Donc, ce qu'on peut écrire, c'est que pour tout x appartenant à R étoile, f de x, qu'est-ce que c'est? C'est sinus x sur x. Et ça, c'est une fonction qui est parfaitement continue sur R étoile. C'est un quotient de fonction continue dont le dénominateur ne s'annule pas. Donc ça, c'est évidemment continu sur R étoile. La question, c'est de savoir, en fait, est-ce que c'est continu en 0 ? Alors, pour répondre à cette question, il faut en vérité montrer que la limite de f de x, lorsque x tend vers 0, ça fait la valeur qu'on nous a proposée ici. C'est 1. Si vous montrez ça, vous montrez que la fonction est continue en 0. C'est la définition de la continuité en fait. Ça veut en fait vous montrer qu'on peut prolonger la fonction en 0 en posant f de 0 égale 1. Alors, si vous arrivez à montrer ça, que la limite de x en 0 c'est 1, vous avez gagné, c'est continu sur R2, parce que c'est continu sur R étoile et c'est continu en 0. Alors, pour faire ça, comment vous faites? Eh bien, il faut étudier le comportement de la fonction f au voisinage de 0. Vous avez plusieurs possibilités. Première possibilité, vous voyez ça comme un taux d'accroissement. Je peux l'écrire comme ça, parce que sinus de 0, ça fait 0. Et ça tend vers la dérivée de sinus en 0, c'est-à-dire cosinus de 0, c'est-à-dire 1. Ou alors, vous pouvez décider de faire autrement et dire que sinus x sur x, c'est équivalent à x divisé par x. Comment j'ai fait? J'ai simplement fait un équivalent du numérateur. Le numérateur est équivalent à x, ça c'est un équivalent à connaître. Et le dénominateur, j'ai pas un équivalent plus simple que lui-même. Voilà. Et je sais que j'ai le droit de quotienter les équivalents. C'est une opération que j'ai le droit de faire. Donc je quotiente, ça fait x divisé par x. Et donc là, ça fait 1. Bref, vous avez montré que votre fonction est continue en 0. C'est un petit peu le même principe qu'il faut faire avec les fonctions dans R2. C'est-à-dire que vous dites ce qui se passe lorsque xy est différent de 0, 0. Donc, pour tout xy appartenant à R2 privé de 0, 0, f de xy, c'est xy divisé par racine carrée de x carré plus y carré. Et ça, c'est une fonction qui est continue. C'est une fonction qui est continue. Car c'est on peut dire que c'est un quotient. C'est un quotient de fonctions continues. Évidemment, préciser que le dénominateur ne s'annule pas. Alors maintenant, l'idée, de la même façon avec les fonctions d'une seule variable, l'idée c'est de démontrer que la limite de f de xy lorsque le couple xy tend vers 0, 0 est égal à quoi? Est égal à la valeur qu'on nous propose ici,
c'est-à-dire 0. C'est ça qu'il faut vérifier. Donc c'est ça, vous devez montrer ça. Alors il va falloir faire très attention parce que ici, c'est très piégeux, ça. Lorsque vous dites x, y tend vers 0, 0, il faut vraiment faire attention parce que ça ne veut pas dire que x tend vers 0 et que y tend vers 0. Ça veut dire autre chose et je vais le préciser ici. Alors déjà, j'écris ce qu'on va montrer. Donc, voici ce qu'on va montrer. On va montrer que ça tend vers 0. Alors, rappel. Je vais vous faire plusieurs rappels parce que petit truc à savoir. Premièrement, x, y tend vers 0, 0. Ça veut dire quelque chose de particulier. Ça veut dire que l'on fait tendre la norme de xy vers 0. C'est-à-dire norme de xy tend vers 0. C'est ça qu'on fait. En fait, quand vous avez une fonction, par exemple une fonction d'une seule variable, si vous avez une fonction d'une seule variable et que vous devez déterminer la limite de f de x en 0, comment vous faites ? En fait, ce qu'on fait, c'est on remplace les x par 0. C'est un petit peu ce qu'on fait, en fait. On remplace les x par 0 et puis on voit ce que ça fait. On regarde si ça fait une valeur finie ou infinie. Et bien là, ce que vous devez faire, dans notre cas, dans les fonctions de deux variables, lorsque vous faites tendre xy vers 0, 0, ça ne veut pas dire que vous remplacez x et y par 0 chacun. Ça veut dire que vous remplacez la norme de xy par 0, et seulement la norme. Alors, on va faire un petit exemple pour bien comprendre comment ça marche, parce que ça, c'est très important. Alors, par exemple, si vous avez f de xy égale à x, alors la limite de f de xy... alors je vais peut-être le mettre après parce qu'il y a un autre appel qui va intervenir en fait. Je vais vous le lire juste après. Il y a une autre chose, quelque chose de très classique. Alors je note, je vais peut-être perdre un peu en rigueur, mais c'est juste pour gagner en pédagogie. Si vous avez pour tout x cette inégalité, avec g de x qui tend vers 0, alors f de x tend à son tour vers 0. C'est quelque chose de logique, parce que si vous avez cet encadrement, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire que la fonction f est comprise entre moins g et g, et chacun des termes à gauche et à droite tendent vers 0 par hypothèse. Donc le terme du milieu tend vers 0, c'est le terme d'encadrement ou des gendarmes qui nous assure ça. Alors ça, c'est quelque chose de très important parce qu'on va l'utiliser tout le temps, en particulier quand on a des fonctions de deux variables. D'accord ? Là, je l'ai écrit pour une fonction d'une variable, mais pour deux variables, ça marche aussi. Voilà, c'était les petits rappels que je voulais faire. Peut-être, je vais vous mettre un petit exemple. Vous prenez par exemple la fonction f de xy égale à x. Alors, j'affirme que f de xy, sa limite, c'est 0. Alors, pourquoi ? En effet, dans ce type d'exercice,
vous raisonnez vraiment très souvent de la même manière, vous voulez majorer votre fonction. Là, on demande de démontrer que ça tend vers 0. Donc, il nous suffit de majorer notre fonction par quelque chose qui va tendre vers 0. Alors, la valeur absolue, ça fait quoi? Ça fait x. Et la valeur absolue de x, qu'est-ce que c'est? C'est aussi racine carrée de x carré, qui est plus petit que racine de x carré plus y carré. Alors, mettons peut-être les détails. Je vais vous rajouter un peu les détails là. Pourquoi ça c'est vrai? C'est pas compliqué. C'est juste que x carré est plus petit que x carré plus y carré, tout simplement parce que y carré est positif. Donc, en passant à la racine carrée, c'est-à-dire en composant l'inégalité par la fonction racine carrée qui est une fonction croissante sur R+. Voilà, vous avez ça. Mais qu'est-ce que c'est par définition la norme de xy? Par définition, c'est la racine carrée de x carré plus y carré. Donc, vous avez démontré que, en fait, pour tout x, y appartenant à R2, vous avez démontré que la valeur absolue de xy, de f de xy, est toujours plus petit que la norme de xy. Et cette norme-là, elle tend vers 0. Ok? Lorsque xy tend vers 0. En fait, c'est logique parce que c'est vraiment la définition. Qu'est-ce que ça veut dire de faire tendre xy vers 0, 0? Ça veut justement dire que l'on fait tendre la norme de ce vecteur vers 0. Donc oui, ça tend vers 0. Voilà. Donc d'après le théorème des gendarmes, enfin d'après le rappel qu'on a vu, le deuxième rappel, f de x, y tend bien vers 0. Attention à ne pas utiliser le rappel avec si par exemple vous avez une limite L, surtout ça c'est faux. Hein. C'est pas parce que G tend vers L que f de x aussi tend vers L. Non, ça marche seulement avec 0. Tout simplement parce que si vous voulez appliquer le théorème d'encadrement, si la fonction G tend vers L, eh bien vous direz simplement que votre fonction f elle est comprise entre... sa limite sera comprise entre moins L et L. Mais ça ne veut pas dire que c'est forcément 0. Okay, donc là, ce résultat marche seulement lorsque la limite est égale à 0. Alors ça, c'est un petit exemple qui vous permet un petit peu d'être plus au clair sur ces limites. Il y a aussi je vais peut-être faire un petit rappel aussi. Ou plutôt, on va mettre astuce. Une astuce qu'on utilise assez souvent en fait avec les fonctions de deux variables. Pour tout AB appartenant à R2, A fois B est toujours plus petit que A carré plus B carré sur 2. En effet, alors pour démontrer ce type de résultat, vous partez du résultat, vous raisonnez par équivalence et vous essayez d'obtenir quelque chose qui est toujours vrai. Alors faisons-le. Je multiplie par 2 de chaque côté. Je passe le 2AB de l'autre côté, ça fait quoi? Ça fait A carré moins 2AB plus B carré positif. Je reconnais une identité remarquable, donc ça fait A moins B positif. Et c'est là où le raisonnement par équivalence est assez puissant, c'est que cette inégalité, elle est vraie évidemment, parce que c'est un carré est toujours positif. Donc, l'inégalité du dessus est aussi vraie. Simplement, j'ai développé mon identité remarquable. Donc, l'inégalité du dessus est aussi vraie. J'ai simplement mis 2AB de l'autre côté. Donc, l'inégalité d'avant est aussi vraie. Tout simplement parce que toutes les inégalités sont équivalentes. Donc, voilà, ça c'est un résultat qu'on va utiliser assez souvent. Je vais aussi vous donner un exemple. Exemple, la fonction f de xy définie comme étant x fois y tend vers 0.
en effet, je dois démontrer qu'elle tend vers 0, donc je peux la regarder en valeur absolue et démontrer qu'elle est plus petite qu'une autre fonction qui tend vers 0. Alors, allons-y. Ça fait quoi? Ça fait norme valeur absolue de x fois valeur absolue de y. Donc si vous voulez, là je vais appliquer l'inégalité qu'on a vue tout à l'heure avec petit a égale valeur absolue de x, petit a égale petit b égale valeur absolue de y. Donc ça va faire donc a carré plus b carré sur 2. Donc là j'ai des valeurs absolues qui sont au carré. Mais une valeur absolue c'est positif, donc je peux retirer la valeur absolue. Ici, on est d'accord que ça, c'est x et ça, c'est y. D'accord? Donc ça fait quoi? Ça fait x carré. Alors je vais supprimer un petit peu tous mes petits trucs. Ça fait x carré plus y carré sur 2. Et vous deux, on va l'écrire en fonction de la norme du vecteur, parce que c'est la norme du vecteur xy qui tend vers 0, je vous rappelle. Alors ça fait quoi? Ça fait 1/2 multiplié par la norme de xy au carré. Et vers quoi ça tend? Alors, pour obtenir ça, j'ai utilisé la définition. Et vers quoi ça tend? Eh bien, faire tendre xy vers 0, 0, ça veut dire que la norme du vecteur xy tend vers 0. Donc, la limite, ça sera quoi? Eh bien, ça sera le 1/2 ne bouge pas, et ça va faire 0 au carré. Donc, 0. Raisonnement très classique, ça à savoir reproduire. Donc, la limite de f de xy est égale à 0. Alors maintenant, on va passer à l'exercice. Retour à l'exemple de départ. Vous devez démontrer que ça tend vers 0. Donc regardons notre fonction avec des valeurs absolues. Ça fait quoi? Ça fait valeur absolue. Alors c'était xy sur racine de x carré plus y carré. Alors, je mets les valeurs absolues partout. La fonction la racine carrée est un nombre positif, donc j'ai pas besoin de mettre des valeurs absolues. Là ça tombe bien parce que vous voyez, j'ai un produit. Je peux le majorer par ce qu'on a vu, a carré plus b carré sur 2. Donc là ça va faire quoi? Ça va faire plus petit que x carré plus y carré voilà. Et ça, on peut le simplifier, parce que je vous rappelle que quand vous avez a divisé par racine de a, qu'est-ce que c'est? Je multiplie en haut et en bas par racine de a, donc ça fait racine de a, ok? En multipliant en haut et en bas par racine de a. Donc le dénominateur fait a, il se simplifie avec le a du haut. Et là, c'est exactement ce que j'ai, avec ici, ça c'est mon a, et ça c'est mon a. Donc ça va faire 1/2 de racine de a. Donc 1/2 de racine de x carré plus y carré. Évidemment, tout ça étant fait uniquement pour faire apparaître la norme du vecteur xy. Donc ça me fait quoi? Ça me fait 1/2 de norme de xy. Il n'y a pas de carré. Donc on a démontré que pour tout xy appartenant à R2, la valeur absolue de f de xy est toujours plus petit que 1/2 de norme de xy. Et par définition, la norme de xy, c'est la définition de faire tendre xy vers 0, 0. Vraiment, j'insiste, mais lorsque vous faites cette opération, ça ne veut surtout pas dire que vous faites tendre x vers 0 et y vers 0. Ça veut dire que on fait tendre la norme du vecteur xy vers 0. On prend la norme de plus en plus petite. Donc en l'occurrence, ça va faire 1/2 fois 0, c'est-à-dire 0.
Donc là, il y a votre théorème d'encadrement. Donc bah là, on conclut, on n'est même pas obligé de dire par théorème d'encadrement. Hein. Donc la limite de xy, lorsque xy tend vers 0, de f de xy, elle est égale à 0, ainsi la fonction est continue. Allez, continue. Alors évidemment, je vais vous parler d'une autre méthode. Alors, qu'est-ce que je veux dire ? Peut-être on va faire un petit schéma. Je prends un vecteur. Non, je vais pas prendre un vecteur. Je vais prendre. Je vais le tracer là comme ça. Hop. Je trace un vecteur. Alors, sa coordonnée suivant l'axe OX c'est X, sa coordonnée suivant l'axe des ordonnées c'est Y. Ce vecteur, il est... Enfin, la longueur totale, qu'est-ce que c'est ? Évidemment, c'est norme de xy. La longueur d'un vecteur, c'est sa norme. D'accord ? Donc, ce que j'ai fait en rouge, c'est la longueur. Si vous avez une règle, vous mesurez la longueur, c'est la norme de xy. Mais vous avez une autre façon de mesurer cette longueur. L'autre façon, c'est un autre point de vue. Plutôt que de repérer un vecteur par ses coordonnées en abscisse et en ordonnée, on va plutôt le repérer grâce à deux quantités, un petit r et un angle. Alors, donc ça, c'est ce qu'on appelle le passage en coordonnées polaires. Si vous avez un couple de réels, comme je les ai tracés, x et y, il existe... alors c'est pas vraiment comme ça qu'on va faire. On va plutôt dire que effectuer un changement en coordonnées polaires, ça consiste à considérer x égale r cos θ, y égale r sinus θ. Et vous voyez, le vecteur violet, il a été construit grâce à son abscisse et son ordonnée. Mais vous avez une autre façon de construire ce vecteur. L'autre façon de construire ce vecteur, c'est quoi ? C'est d'avoir un angle, θ, et d'avoir une longueur. La longueur... la longueur R. Si je vous donne l'abscisse, si je vous donne un X et un Y, vous êtes capable de me tracer le vecteur violet. Si je vous donne petit r et petit θ, vous êtes aussi capable de me tracer le vecteur violet. Donc on peut passer de l'un à l'autre très facilement, ça c'est un passage en coordonnées polaires, mais vous vous rendez compte que tout à l'heure, quand je vous ai dit, faire tendre xy vers 0, 0, ça voulait dire quoi ? Ça voulait dire que l'on fait tendre la norme du vecteur xy vers 0. Mais dans notre cas, qu'est-ce que c'est la norme du vecteur xy ? Eh bien, c'est ce r justement. Donc c'est aussi équivalent à faire tendre petit r vers 0. Et ça, et donc, dans tout ce qu'on a fait avant, on cherchait toujours à majorer par une expression avec la norme de xy. Eh bien, si vous faites un changement en coordonnées polaires, vous pouvez chercher justement à majorer par petit r, par une expression avec des petits r. Alors, juste qu'on voit l'exercice avec le passage en coordonnées polaires. Si on pose... Alors, si on pose x égale r cos θ, y égale r sin θ, on sait, d'après le cours, on l'a vu, tout est écrit dans le cours, on sait que petit r existe, on sait que petit θ existe. Tout simplement, qu'est-ce que c'est r ? C'est la norme de xy. Et qu'est-ce que c'est θ ? Alors, θ, vous avez plusieurs façons de le construire en fonction de... ça va être arcos de x sur norme de xy ou arcsin de x sur norme de xy. Dans le cours, tout est écrit, mais bon, vous admettez que r et θ existent. Avec r
avec R positif et θ appartenant à R. On a l'unicité du couple si on prend θ dans 0 de pi exclu. Alors, qu'est-ce que ça va faire f de xy? C'était quoi f de xy? C'était xy divisé par racine de x carré plus y carré. Et bien ça va faire, au numérateur je vais avoir r carré cos θ sin θ, et au dénominateur je vais avoir petit r. Ok. Donc si je regarde ça avec des valeurs absolues, l'idée étant de majorer par une expression où il n'y a que du R, alors ça va faire R fois valeur absolue de cos θ fois valeur absolue de sin θ. Le cosinus et le sinus sont plus petits que 1. Donc tout ça, c'est plus petit que R. Et évidemment, R tend vers 0 lorsque R tend vers 0. Donc, d'après le théorème des gendarmes, f de xy tend vers 0 aussi. Donc ça, c'est voilà, l'utilisation des coordonnées polaires. Alors maintenant, on veut démontrer qu'une fonction n'est pas prolongeable par continuité en 0, 0. Alors, pour ça, donc, dans la fiche méthode, il y a quelque chose qu'on peut faire. On va déterminer de suite UN et VN tels que premièrement UN, alors c'est pas continu en 0, 0, donc UN tend vers 0, 0. Donc mes deux suites, on va trouver deux suites qui tendent vers 0, 0, mais pour lesquelles la limite de f de UN, qui est un couple de réels, est différent de la limite de f de Vn. C'est ce qu'on va faire. Alors, je vous propose, il y en a plein d'autres, des suites, mais je vous propose comme suite il faut donner un couple de réels. Donc on va prendre UN égale 1 sur n 0 et on va prendre 1 sur n 1 sur n. Alors UN et Vn tendent vers 0. Je vous rappelle que si vous voulez passer à la limite avec des couples, eh bien, il y a une caractérisation qu'on a vue dans le cours. Un vecteur tend vers 0 si et seulement si chacune des composantes tend vers 0. Et là, c'est clair, chacune des composantes tend vers 0. La première, elle tend vers 0. La deuxième, c'est carrément 0. Et pareil pour la suite Vn. Okay. Passer à la limite dans un couple, c'est passer à la limite dans chaque coordonnée. Alors, là, on l'a clairement. UN et Vn tendent vers 0, 0. Et qu'est-ce que ça fait f de UN? Ça fait 1 sur n fois 0 divisé par racine de 1 sur n au carré plus 0 au carré. Bref, ça fait 0. Donc ça tend ça fait 0, donc ça tend vers 0, évidemment. Et f de Vn, ça fait 1 sur n fois 1 sur n, divisé par racine de 1 sur n au carré, plus 1 sur n au carré. Ce qui nous fait, alors
2 sur n, et en bas je vais avoir 2 sur n au carré. Ça fait 1 demi. Et évidemment, la limite, c'est 1 demi. Donc, la limite de f de un qui est égale à 0 est différent de la limite de f de vn qui est égale à 1 demi. Ainsi, eh bien, la fonction f n'est pas prolongeable par continuité en 0, 0. Alors, pour le troisième, alors avant toute chose, si on avait déjà, faut bien se rappeler la dérivée d'une fonction composée, ça c'est très important. Si on a que des fonctions d'une variable, donc une fonction f de R dans R, une fonction g de R dans R, une fonction h de R dans R. Toutes les fonctions que là je m'apprête à écrire sont des fonctions qui prennent un nombre réel et qui l'envoient sur un nombre réel. Donc il n'est pas encore question de fonction à deux variables. Alors c'est très important, alors évidemment sous réserve que tout ça ait un sens, il faut que les fonctions mises en jeu soient dérivables sur un certain intervalle, mais là on va le faire formellement. Les dérivées, vous savez que la dérivée d'une fonction composée, c'est g' de x multiplié par f' évalué en g de x. Eh bien, avec les fonctions de deux variables, c'est un petit peu ce qu'on a envie d'écrire. Il faut vous dire que c'est à peu près la même chose, sauf qu'il faut que tout ça ait un sens. Alors, avec les fonctions de deux variables, on va essayer de faire la même chose. Alors, je vais effacer ça. Là, vous voyez, vous avez votre fonction. Donc, je vais écrire des choses fausses, mais on va essayer de voir comment on peut corriger. Je veux dériver h. Alors, on a envie de dire que si on applique bêtement notre formule de dérivée d'une fonction composée, qui marche que pour les fonctions d'une variable, mais admettons qu'on a vraiment envie de l'utiliser. Qu'est-ce que ça ferait? Ça ferait quelque chose comme ça. Donc, la dérivée de h, c'est uv, virgule, u plus v, prime. Je vous rappelle que ce que j'écris, on verra que c'est complètement faux, mais on va voir un petit peu où est-ce que ça va nous emmener. Donc, ça, si vous voulez, c'est votre g'. Alors là, on va travailler avec la fonction g de xy, c'est... Alors là, c'est les variables, c'est uv. On va poser g de uv égale uv, u plus v. Du coup, je vais peut-être simplifier un petit peu. Je vais écrire... On a envie d'écrire ça. On a envie d'écrire ça. On a envie d'écrire que la dérivée de h, c'est g', de la même façon où on sait le faire. Vous voyez, on fait une analogie, on dit que c'est ça. Le gros problème, c'est qu'il ne faut surtout pas écrire ça. Ça, c'est une horreur absolue. C'est une horreur absolue tout simplement parce que votre fonction h a deux variables, petit u, petit v. Quand vous écrivez ça, ça ne veut rien dire. Il faut dériver une fonction, il faut toujours savoir par rapport à quelle variable vous dérivez. Si je vous dis que h de x, c'est 2x² plus 4, et que je vous demande la dérivée de h, évidemment, il n'y a qu'une variable. Il n'y a qu'une seule variable, c'est la variable x, donc vous allez dériver par rapport à x. C'est évident, et donc ça fait 4x. Mais si maintenant j'ai une fonction à deux variables, par exemple 2xy plus 4x plus 4y, et que je vous demande la dérivée de h, ça n'a aucun sens de vous demander ça, parce que la question c'est quoi? C'est vous dérivez par rapport à quoi? Vous dérivez par rapport à x ou par rapport à y? On ne sait pas trop. Alors c'est pour ça qu'on a inventé une notation qui dit clairement par rapport à quoi on dérive. Et cette notation, c'est celle-ci. En fait, si vous voulez, ce truc-là, qu'est-ce que c'est? C'est
c'est H', c'est H' où on dérive par rapport à x. Voilà. En fait, c'est comme si c'était H', sauf que écrire H', vous ne savez pas par rapport à quelle variable vous dérivez, et ben ce que j'ai encadré en orange, c'est la dérivée de H, sous-entendu que vous dérivez par rapport à x. Et l'information est contenue ici, le petit x là, au dénominateur, ça vous dit, attention, vous dérivez par H, mais vous dérivez par rapport à la variable x. Et évidemment, il y a deux dérivées partielles différentes, il y a aussi celle où on dérive par rapport à y. Et donc là, dérivé par rapport à x, il faut considérer que, si vous voulez y arriver facilement, considérez que quand vous dérivez par rapport à x, tous les y qui apparaissent, c'est comme si c'était des constantes. Okay, alors imaginez que vous avez des constantes ici, là j'ai un grand C, là j'ai un grand C. D'accord ? Et là vous verrez que c'est beaucoup plus facile, parce que ça ferait quoi là ? Ça ferait 2C plus 4, et la dérivée à la fin d'une constante, ça fait 0. Mais la lettre C était là pour vous aider, ok ? En fait, c'était Y, donc vous écrivez Y. Et il y a évidemment une dérivée partielle par rapport à Y. Donc je vous rappelle que ça c'est une fonction. Hein. Ça, c'est votre H' si vous voulez. Ça, c'est H', mais H' n'a pas de sens quand on travaille avec deux variables, donc c'est pour ça que cette notation est bien pratique. Ça vous dit, c'est la dérivée de H, mais la dérivée au sens où vous dérivez par rapport à la variable Y. Donc, et ce que j'ai encadré là, c'est une fonction, d'accord ? C'est une fonction. C'est comme quand vous écrivez f de x. Bon, f, c'est une fonction. Et ici, x, c'est un nombre. Voilà, attendez, j'écris un peu. Et avec les fonctions de deux variables, c'est la même chose. Quand vous écrivez d rond f sur d rond x, évalué en xy, eh bien, ça, c'est une fonction. Et ça, alors, c'est un vecteur. Donc, vous appliquez la fonction à un vecteur ou vous appliquez la fonction à un nombre. Ça dépend avec quel type de fonction vous travaillez. Donc, évidemment, vous ne pouvez pas écrire H' lorsque vous avez deux variables qui sont en jeu. Alors, donc on va la modifier un petit peu. Là, on se rend compte que ça, c'est pas bien du tout. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va plutôt écrire on dérive par rapport à x. On va commencer par... Il y a deux dérivées partielles à donner. Il y a deux variables, donc il y a deux dérivées partielles à donner. Si j'en avais trois, j'aurais trois dérivées partielles à calculer. Je l'évalue. Alors là, ici, le nom des variables, c'est u et v. Donc, je l'évalue, je dérive par rapport à u. Et qu'est-ce que je veux dire ? Alors ici, ça va recréer un problème ici. Vous n'avez pas le droit d'écrire g' de uv. Voilà, vous n'avez pas le droit d'écrire ça parce que g est une fonction à deux variables. Donc vous avez deux morceaux, vous allez avoir deux morceaux à calculer. Alors en fait, il y a une formule du cours, hein, on pourrait directement appliquer la formule du cours. La formule du cours vous dit que, je vais peut-être aller plus vite au lieu de dire tout ça, si vous voulez dériver ça, il y a deux dérivées partielles à donner. La première, c'est la dérivée partielle par rapport à la première variable, et donc on travaillait avec la fonction h, donc c'est h. Comment vous allez faire ? Vous allez sélectionner la première partie ici, ok, et vous allez la dériver par rapport à u, ok. Alors, je le fais. Donc, c'est la dérivée. Qu'est-ce que vous voulez dériver ? Vous allez dériver... Alors, je vais donner un nom aux choses parce que... Excusez-moi, je vais donner un nom aux choses. Ce qui est à l'intérieur de f, je vais l'appeler g. Posons pour tout UV appartenant à R2, G de UV égale UV U plus V. Alors,
d'après le cours, on va l'écrire après, on a donc la fonction que je dois dériver, elle se présente sous la forme f de g de uv, et d'après le cours, qu'est-ce qu'on a? Alors, il y a deux dérivées à donner. La première, je dérive h par rapport à sa première variable. L'énoncé me dit que la première variable, il l'appelle u. Bon, bah, je vais l'appeler u. Il faut garder les mêmes notations que l'énoncé. Que j'évalue au point uv. Et, alors, c'est un petit peu comme la formule, avec une seule variable. C'est-à-dire que c'est la dérivée de lui, mais dérivée par rapport à quoi? Eh bien, par rapport à u. Alors, je l'écris. Donc, dérivée de g de uv. Alors, c'est plutôt... parce que dérivée g de uv, il y a deux morceaux. Alors, je vais noter... Ça, c'est la première coordonnée de g. Ça, c'est la deuxième coordonnée de g. Alors, je leur donne des noms. Donc, ça va me donner... dérivée de G1 de G1 évalué en UV. On dérive ça par rapport à U. Multiplié par la dérivée de F par rapport... Alors, F, F, c'est une fonction de R2 dans R2, mais à aucun moment, on a dit comment s'appelaient ces variables. On n'a pas donné de nom aux variables de F. Étant donné que le nom des variables de H, on les a appelées UV, on va essayer d'avoir des noms différents. Donc on va donner un nom différent pour les variables de F. On va dire que F, c'est une fonction à deux variables, et ces variables, on les appelle X et Y. Donc c'est pour ça que je vais dire ça. Mais ça veut simplement dire qu'on dérive la fonction F par rapport à sa première variable. Okay, c'est dériver F par rapport à sa première variable. Alors, donc on a ça. Évaluer. J'évalue ça en quel point? J'évalue ça en G de UV. Plus la dérivée de G2 de UV multiplié par la dérivée de F par rapport à sa seconde variable. Alors c'est vrai que peut-être que pour alléger les notations, il y a une autre notation qui existe, c'est celle-là. Celle-là, elle est peut-être mieux. Ça veut dire dérivée de f par rapport à sa première variable. Je vais plutôt garder ça. Donc voilà, ça fait ça. C'est-à-dire... dérivée de h par rapport à u au point uv. Alors ça va faire quoi? Et ben la dérivée de G1 c'est u, la dérivée de G2 c'est 1. Alors u plus v. Petit truc qui me dérange là. La dérivée de... Oui, je suis désolé, ici c'est pas 1, c'est pas 2, c'est 1, et là c'est... Voilà, là c'est u, excusez-moi. Donc la dérivée de G1 et G2 par rapport à u, et ben... je vais y arriver, là c'est 1, et là c'est v. Voilà. Donc ça fait, le premier ça fait U, et ça fait V, le deuxième ça fait U. Donc ça fait V, multiplié par la dérivée de F par rapport à sa première variable évaluée en
UV, U plus V, plus U fois la dérivée de f par rapport à sa deuxième variable, UV, U plus V. Ensuite, on veut dériver h par rapport à la deuxième variable qu'on appelle V. Alors ça va faire quoi? Eh bien, cette fois, en fait, on reprend la même formule, mais ce qui va changer cette fois, c'est que ici, c'est G2, et ici, c'est G2. Voilà. G2, G2. Voilà. C'est la même formule, mais ici, par rapport à G2. Alors, dérivée de G2... par rapport à U, au point UV, multiplié par la dérivée partielle de f par rapport à sa première variable en G de UV, plus dérivée de G2 par rapport à V, et donc ça va nous faire au final la dérivée partielle de f par rapport à sa première variable en UV U plus V plus la dérivée partielle de f par rapport à sa deuxième variable. Voilà. Donc là, on a les deux dérivées partielles. Et c'est terminé. Alors, maintenant, on a l'exemple 4, on veut déterminer les extrémaux locaux. Alors ça, c'est quelque chose d'assez classique. Alors là, déjà, il faut regarder si la fonction, la régularité de la fonction. Alors ici, on a une fonction qui est un polynôme en fait. C'est un polynôme en les variables x et y. Vous voyez, c'est une somme de puissance de x et une somme de puissance de y. Avec éventuellement des termes croisés, mais il n'y a aucun dénominateur, toutes les fonctions sont continues. Donc c'est une... ce qu'on dit, c'est que la fonction f, elle est polynomiale. Selon les variables x et y. Et ben, elle est donc, en tant que fonction comme polynomiale, elle est donc... Alors elle est de classe C infini, mais bon, en particulier C2, parce que c'est ce qui nous importe. Elle est de classe C2 sur R2. Le fait d'être de classe C2, ça va me dire, grâce au lemme de Schwartz, que dériver f par rapport à x puis par rapport à y, c'est la même chose que de dériver f par rapport à y puis par rapport à x en fait. Je peux dériver dans l'ordre que je veux. Donc voilà. Ça va apparaître à un moment donné dans ma discussion. De toute façon, je le redirai. Alors là, on a une méthode. On a une méthode pour déterminer les extrémaux locaux. On a vu dans le cours que si le domaine sur lequel je travaille est ouvert, alors on peut rechercher les points critiques et appliquer la méthode avec la matrice hessienne. Alors, puisque R2 est un ouvert, alors on va rechercher les points critiques de f, c'est-à-dire les points qui annulent la dérivée, les dérivées partielles. Donc, c'est-à-dire les couples xy tels que la dérivée partielle de f par rapport à x. Alors on va l'écrire plutôt en ligne. Voilà, je veux chercher les points, les couples de réels qui annulent
les deux dérivées partielles. Alors, calculons les dérivées partielles. Je vais plutôt... je les calcule là comme ça. Alors, par rapport à x, déjà, alors on va se remettre sous la main la fonction, ça serait pas mal. Alors là, faut pas se planter, hein, parce que... je remets juste la fonction en dessous. Faut pas se planter, parce que si vous commencez à vous planter ici, là, là après, ça va être... tout sera faux, quoi. Donc, moi, je préfère tout développer. En général, développer, c'est déconseillé, mais ici, c'est pas très compliqué. Donc, ça fait x4 plus y4 moins 2x carré plus 4xy moins 2y carré. Voilà, donc ça, c'était l'information dont j'avais besoin. Maintenant, je peux la supprimer. Voilà. Je dois donc dériver ça. Je dois donc dériver cette expression par rapport à x. Alors, très simple. Ça fait 4x puissance 3 moins 4x plus 4y. Je dérive f par rapport à sa deuxième variable. Alors ça fait 4y cube plus 4x moins 4y. Voilà. Donc, alors je vais plutôt le mettre là comme ça. On doit résoudre un système. Ce système est donc équivalent à celui-ci, 4x cube moins 4x plus 4y égale 0. Et l'autre égale 0. Alors il faut être assez prudent quand on résout ce système-là. Pas faire n'importe quoi, pas partir dans tous les sens. Surtout, ne faites pas de substitution. Alors à part quand c'est simple, mais en général, c'est beaucoup plus rapide de faire des opérations sur les lignes pour essayer de simplifier un petit peu tout ça. Alors là, ce qu'on va faire... alors déjà, je vais tout diviser par 4. Dans les deux lignes, hop, je simplifie par 4 partout. Et en plus... non, je vais déjà faire ça. On va essayer d'y aller tranquillement pour éviter de faire des erreurs. Donc ça fait x cube moins x moins y et y cube plus x moins y égale 0. Vous voyez, j'ai tout à fait le droit de quelque chose dont j'ai le droit, c'est garder une ligne. Voilà, cette ligne-là, je la garde par exemple, et faire une opération sur les lignes et obtenir une nouvelle ligne. Alors là, c'est ce que je vais faire. Cette ligne-là, celle que je viens d'entourer, je la garde, je la recopie. Mais je me rends compte que la deuxième ligne est un peu compliquée et je préfère plutôt utiliser les deux lignes ici, les utiliser en faisant une opération pour en obtenir une nouvelle qui est plus simple, à savoir la somme des deux. Si je fais la somme de ces deux lignes, ça va me faire x cube plus y cube égale 0. Donc, je l'écris. Et c'est vraiment une équivalence. Hein. Pourquoi ? Parce que ici, cette ligne-là, c'était la ligne d'avant. Et la deuxième ligne, c'est une ligne que vous avez obtenue en faisant une opération avec les deux précédentes. Donc, c'est vraiment un système qui est équivalent. Vous pouvez passer de l'un à l'autre sans aucun souci.
Alors maintenant, ça fait quoi? Ça fait x cube moins x moins y égale 0. Et x cube, il est égal à moins y cube. Et moins y cube, c'est aussi moins y, le tout, puissance 3. Alors, je vous rappelle quelque chose. Si vous avez a cube est égal à b cube, eh bien a égale b. Alors, en fait, ce que j'ai fait, on a envie de dire, j'ai supprimé les 3. Mais c'est pas du tout rigoureux de dire ça. Ce que j'ai fait, j'ai utilisé la bijection réciproque d'une fonction. Alors, regardez bien. Là, j'ai utilisé en fait... Oula, pas très beau ça. C'est la fonction que je viens de tracer, c'est la fonction x puissance 3. Cette fonction est strictement croissante. Elle établit une bijection de R sur R. Okay. Donc là, elle établit une bijection, et donc il existe une bijection réciproque. Et la bijection réciproque, c'est de la même façon où si vous avez exponentielle de x égale exponentielle de y implique x égale y. Pourquoi ça c'est vrai? Ça c'est vrai parce que la fonction exponentielle est bijective, elle possède une bijection réciproque, et c'est cette bijection réciproque qui vous permet de dire hop, je supprime les e, vous voyez. En fait, ce qu'on fait, c'est que l'on compose par la bijection réciproque de chaque côté. Et ici, la bijection réciproque de la fonction exponentielle, c'est la fonction logarithme. Et bien vous voyez, c'est exactement ce que je vais faire dans mon cas. Moi, je vais utiliser, j'ai x cube égale y cube, et bien je vais composer par la bijection réciproque à gauche et à droite de la fonction puissance 3, et ça va bien me donner l'égalité que j'ai envie, d'accord? Donc, on a ça. Alors, de toute façon, je vais l'écrire. Hein. Car l'application t qui a t puissance 3 est bijective sur R, c'est-à-dire en fait j'utilise l'injectivité. Hein. C'est-à-dire que a cube là on va mettre donc t cube égale s cube implique t égale s. Voilà, donc là ça va faire x égale moins y. X égale moins y, donc j'ai x cube moins x moins y égale 0 et x égale moins y, donc x plus y égale 0. Alors je vous avais dit de ne pas faire de substitution. En fait, il ne faut pas en faire quand ça devient beaucoup trop compliqué. Ici, bon, là vous pouvez, parce que cette ligne-là vous dit que x égale moins y. Et vous pouvez reporter ça dans l'équation dans la première ligne. Donc là, il n'y a pas de souci, d'accord? Mais les substitutions qu'il faut éviter, c'est dès le début. Ouais, dès le début, on s'évite tout ça. Hein. Alors, je vais obtenir x cube moins... Alors, x est égal à moins y, donc ça va faire moins 2y, donc plus... alors, x plus y égale 0... est-ce que c'est bien ça? X égale moins y, donc ça fait plus de y. Je vais plutôt remplacer le y. Donc je vais remplacer y. Cette égalité me dit que y égale moins x. Et donc je vais remplacer le y ici, d'accord, dans la première égalité. Le y par moins x. Ça fait x cube moins 2x, voilà, c'est ça. X cube moins 2x. Que je peux factoriser en x carré, en x facteur de x carré moins 2x égale 0.
Et là, j'ai toujours x plus y égale 0. Et là, là j'ai plein de points différents. Donc là, ça va faire x égale 0 ou x égale plus ou moins racine de 2 et y égale moins x. Donc les points critiques, sont donc, alors, si x égale 0, que vaut y? Y il vaut 0. Donc il y a 0, 0 déjà. Ensuite, si x égale moins racine de 2, y il vaut plus racine de 2. Et puis après, j'ai racine de 2 moins racine de 2. Donc là, j'ai 3 points critiques, j'ai souligné parce qu'il y a eu quand même un peu de boulot. Voilà, j'ai mes points critiques et il faut que je les étudie tous séparément. Alors, l'étude des points critiques, on va étudier en fait les points critiques avec la matrice hessienne. Alors, ça, je vais en avoir besoin. Alors, je vais le mettre en tout petit, dans un coin, hop, j'en aurai besoin. Déterminons la matrice hessienne de f. C'est ce qu'on va faire. Alors, pour déterminer la matrice hessienne, il faut déterminer la dérivée partielle par rapport à x, puis par rapport à y. On sait qu'on peut dériver indifféremment par rapport à x et par rapport à y, ou par rapport à y, puis par rapport à x. On sait que l'ordre n'a pas d'importance parce que la fonction est de classe C2. Et le théorème de Schwartz nous dit que peu importe l'ordre, c'est pareil. Alors ici, prenons la première ligne. Je dérive par rapport à y, je vais obtenir 4. Alors, petite vérification, si j'avais pris la deuxième, je dérive la deuxième par rapport à x, j'obtiens 4 aussi. Bon, c'est rassurant, de toute façon, le théorème de Schwartz me dit que c'est la même chose. Donc, déjà, là, vous aurez pu repérer si vous avez fait une erreur. Ensuite, je dérive par rapport à la deuxième variable. Je dérive 2 fois par rapport à x. Alors, dériver 2 fois par rapport à x, ça va faire 12x carré moins 4 et l'autre 12y carré moins 4. Donc, je l'écris. C'était moins 4 à chaque fois par rapport à x, oui, moins 4. Ok. Donc, la matrice hessienne, qu'on note H pour hessienne, indice F pour dire que c'est la matrice hessienne de F, au point XY. Alors, ici, je vais mettre un petit jeu de couleur. On va le mettre en vert. Donc, les coefficients en vert, 4, 4. En fait, la matrice hessienne, c'est une matrice qui est symétrique. Elle est symétrique parce que les coefficients qu'il y a en vert, peu importe qu'on dérive par rapport à x ou y, c'est les mêmes. Donc, c'est le théorème de Schwartz qui nous assure que la matrice hessienne est symétrique. Mais bon, peu importe. Ce coefficient-là, en rouge, c'est celui qui a tout en haut à gauche, donc 12x carré moins 4. Et le coefficient, la dérivée seconde par rapport à la deuxième variable, c'est celui qui a en bas à droite. Voilà. Voilà. Donc maintenant, ce qu'il faut, c'est étudier cette matrice.
Et on a des résultats du cours qui nous disent que si cette matrice, il faut étudier les valeurs propres et le signe des valeurs propres. Ce qu'on veut éviter, c'est qu'il y ait 0 comme valeur propre. S'il y a 0 comme valeur propre, c'est mal parti. Alors, il y a un point où ça va poser problème. Alors, étude. Au point la racine de 2 moins racine de 2. On va commencer par celui-là. Non, mais on va commencer par 0, 0. Alors, c'est vrai que j'avais pas envie de commencer par lui, parce que c'est le plus dur. Plus dur, entre guillemets. Alors, qu'est-ce que ça fait HF de 0, 0 ? Ça fait moins 4, 4, 4, moins 4. Et là, vous voyez, j'ai même pas besoin de calculer les valeurs propres de cette matrice pour me rendre compte que cette matrice possède 0 comme valeur propre. Alors, comment on fait pour le voir directement comme ça ? Il y a un résultat du cours qui dit que si le déterminant de A est égal à 0, alors 0 est une valeur propre. Donc, même pas besoin de me lancer dans un polynôme caractéristique, le développer, le factoriser. Clairement, cette colonne-là et cette colonne-là, eh bien, les deux sont liés. Je peux passer de l'une à l'autre en multipliant par moins 1. Donc, les deux colonnes sont liées. Et si j'ai deux colonnes qui sont liées, alors le déterminant est nul. Donc, 0 est valeur propre. Et donc, on ne peut pas appliquer la méthode. La méthode qui consiste à dire que si j'avais deux valeurs propres non nulles, l'une positive, l'une négative, alors c'est tel type de point, bon, là je peux rien dire. Donc la méthode qu'on a vue en cours ne permet pas de conclure. Donc là, pour les maximums locaux et minimums locaux, là il va falloir un petit peu se débrouiller. Alors ce qu'il faut, c'est se rappeler la définition d'un maximum local ou d'un minimum local. Donc là, ce qu'on dit, c'est que puisque HF de 0, 0 est égal à moins 4, 4, moins 4, voilà, et que cette matrice possède 0 comme valeur propre, parce que son déterminant vaut 0, alors la méthode du cours ne permet pas de conclure. Donc il faut revenir à la définition d'un minimum local ou d'un maximum local. Alors, revenons à la définition. Soit f une fonction de R2 dans R définie sur un domaine D inclus dans R2. Quand on a une fonction d'une variable, on dit que f est définie sur un intervalle i. Là, c'est une fonction de deux variables, donc c'est pas un intervalle, c'est ce qu'on appelle un domaine, c'est-à-dire un ensemble avec des couples. Alors, on dit que f possède un maximum local au point x0, y0 s'il existe un voisinage V de x0, y0. En gros, c'est un domaine, une patate qui contient x0, y0. On va faire un dessin après, on va voir un petit peu ce que c'est. Un voisinage V de x0 tel que pour tout xy appartenant à V, eh bien f de xy
c'est plus petit que f de x0, y0. Alors, cette définition-là, je vais la copier. Attendez 2 secondes. Je la copie et c'est à peu près la même pour un minimum local. Minimum local au point x0, y0, s'il existe un voisinage v tel que, et là c'est plus grand. Voilà. On se ramène à cette définition. Alors, en 0, 0, faisons peut-être un petit dessin. Ici, j'ai 0, 0. Un voisinage de 0, 0, c'est quelque chose qui contient 0. Alors, on ne va pas revenir à la définition formelle. Hein. Voilà. Admettez que c'est ça. Alors, en fait, c'est pas tout à fait ça, mais admettez que c'est un domaine qui contient 0, 0. Alors, vous voyez que ce domaine, en fait, là j'ai tracé un domaine quelconque. Donc j'ai pris un voisinage V de 0, 0 quelconque. Eh bien, vous voyez que ce domaine-là, regardez, là je vais prendre 1. Là, je vais prendre 1. Ce domaine-là contient, on est d'accord qu'il contient cette droite-là. Ok ? Et il va contenir aussi, alors attendez. Alors, essayons d'être un peu précis. Voilà. Alors. Tac. Donc, le domaine que j'ai tracé en bleu, donc c'est... voilà, j'essaie vraiment de faire un dessin à peu près beau, même si c'est pas facile. Donc, le domaine en bleu contient la droite rouge, on est d'accord. Et le domaine en bleu contient aussi... Il va contenir aussi... Vous allez voir après pourquoi je fais ça. C'est juste pour éviter que ce que je m'apprête à écrire après tombe du ciel. Le domaine en bleu contient aussi... alors... Voilà, le domaine en bleu contient aussi la droite, le segment en vert. Ceci étant, je l'écris. Le voisinage V. Le voisinage V contient des points de la forme XX. Il contient des points de la forme XX avec X positif. Alors, tout simplement, c'est les points en rouge. Regardez bien. Ici, la droite en rouge que j'ai tracée, c'est la droite Y égale X. Donc, ici, tous ces points-là, tous les points sur cette droite, c'est des points d'abscisse X et d'ordonnée X. Eh bien, on est d'accord que le domaine en bleu contient des points d'abscisse X et d'ordonnée X. Donc c'est ce que j'ai écrit ici, et je vais le mettre en couleur. Je vais le mettre en rouge pour vous dire, voilà, c'est ces points-là qu'il contient. Il contient des points de la forme XX. Et f de XX
qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça fait 2x puissance 4, et ça, c'est positif. Et ça, c'est égal à f de 0, 0. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ici? Ici, là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a contredit cette phrase-là. Cette phrase-là, si j'arrive à démontrer ce que j'ai encadré, j'aurais démontré que j'ai un minimum local. Si je montre exactement le contraire, c'est que j'ai démontré qu'il n'y a pas de minimum local en 0, 0. Alors, qu'est-ce que c'est l'inverse de tout ça? L'inverse de tout ça, c'est, à l'inverse de il existe, c'est pour tout voisinage de V. Là, l'inverse de pour tout, c'est il existe. Et alors, c'est plutôt celle du haut, du coup. C'est plutôt celle du haut. On va faire l'inverse de tout ça. Le contraire de tout ça. Le contraire de il existe, c'est pour tout. Le contraire de pour tout, c'est il existe. Et le contraire de supérieur ou égal, c'est inférieur. Voilà. Donc ici, c'est exactement ce qu'on vient de faire. On a pris un voisinage quelconque, ok, donc pour tout voisinage V, on a pris un voisinage quelconque que j'avais tracé en bleu. J'ai trouvé des points. Il existe XY dans V. En fait, mes XY, c'est des couples qui sont tracés, c'est les morceaux, c'est les points en rouge. Ben, j'ai des points tels que f de XY. J'ai des points tels que cette inégalité soit vraie. Ok ? Donc, là, j'ai contredit le fait qu'il y avait un maximum local. Alors, je vire ça. J'ai contredit le fait qu'il y avait un maximum local. Donc, f ne présente pas alors c'est bien le maximum local, voilà. F ne présente pas de maximum local en 0, 0. Alors qu'en est-il du minimum local? Alors maintenant, on va regarder avec les points verts. Vous voyez que la droite que j'ai tracée en vert, c'est la droite d'équation y égale moins x. Donc les points sur cette droite verte sont de la forme x moins x. On est d'accord. L'abscisse, c'est x, et l'ordonnée, qu'est-ce que c'est? C'est une ordonnée qui vérifie cette égalité. Donc l'ordonnée, c'est moins x. Donc les points de cette droite sont de la forme moins x, x. Alors, je réfléchis un petit peu. On va raisonner un peu de la même façon. On va dire le voisinage. Déjà, avant de faire ça, j'ai envie de calculer f de x moins x pour voir ce que ça fait. Alors, c'était quoi? C'était x cube moins y cube. Je réécris juste... Non, c'était x4. J'écris juste la formule pour voir ce que ça va faire. Alors, en moins x, ça fait 2x4 moins 8x carré. Ok, donc on a ça. En fait, j'ai envie de démontrer que ça, c'est négatif. Ok, j'ai envie de démontrer que ça, c'est négatif pour certaines valeurs de x. Alors, oui, ces questions sont un petit peu plus délicates à traiter, hein, c'est un petit peu plus long. Donc là, ça fait 2x carré. J'ai factorisé par 2x carré, donc ça fait x carré moins 4. Alors, ce que je veux, c'est démontrer que c'est négatif. Donc, démontrer que c'est négatif. Ce que j'aimerais, donc lui il est positif, et lui, j'aimerais bien qu'il soit négatif. Alors pour quelle valeur il est négatif? Lorsque x carré est plus petit que 4, donc lorsque x est compris entre moins 2 et 2, mais je dois prendre, oui, moins 2, 2,
Donc, je vais prendre des points x de la forme x moins x avec x qui vérifie cette condition. D'accord? Alors, et on va voir, vous allez voir qu'après ça va marcher. Le voisinage V contient des points de la forme x moins x avec x appartenant à on va prendre donc 0, 2. Voilà, c'est assez clair sur le schéma. Alors, c'est la contrainte qu'on veut, c'est x y compris entre 0 et 2. Voilà. Il suffit de regarder le schéma. C'est les points verts en fait. Hein. Les points verts, c'est bien des points qui sont compris. C'est bien des points de la forme x moins x avec x entre 0 et 2. Strictement. Alors, concerne des points. Hop. Donc là, je vais mettre un peu de couleur. Voilà. Et on a f de x moins x, à quoi c'est égal. Alors, on avait dit que c'était 2x carré facteur de x carré moins 4. Donc, ça, c'est un carré, c'est positif. Et ici, c'est strictement négatif, car x est plus petit que 2. Voilà. Donc c'est strictement négatif. C'est-à-dire que 0 c'est f de 0, 0. C'est-à-dire que f de x moins x est strictement plus petit que f de 0, 0. Alors là, regardez ce qu'on a montré. Cette fois, je reprends cette phrase-là. J'ai montré complètement l'inverse de tout ça. L'inverse de il existe, c'est pour tout. Ça, c'est mon voisinage en bleu que j'ai dessiné. J'ai dessiné un voisinage quelconque. Ensuite, l'inverse de pour tout, c'est il existe. Alors, j'ai bien trouvé des points. J'ai bien trouvé en fait des points dans mon voisinage. En l'occurrence, sur le schéma, c'était les points verts. Tels que cette inégalité. Alors là, du coup, c'est l'inverse. Ça serait. Là, c'est strictement. Donc j'ai démontré exactement ça. J'ai pris un voisinage quelconque V et j'ai démontré qu'il existait. J'ai pris un voisinage quelconque V et j'ai démontré qu'il existait un voisinage, qu'il existait des points, pardon. J'ai démontré qu'il existait des points dans ce voisinage. Alors les points, c'est ceux-là, tels que, en ces points, eh bien, ça soit strictement plus petit que f de x0, y0. Et mon x0, y0, en l'occurrence, ici, c'est 0, 0. Ok ? Donc, j'ai démontré qu'il n'y avait pas de minimum local. Alors, c'était en vert, hein, je ne sais pas pourquoi je l'ai mis en... Ainsi, f ne présente pas de minimum local en 0, 0. Voilà. Donc il n'y a pas d'extrémum local en 0, 0. Il n'y a ni de minimum local en 0, 0, ni de maximum local en 0, 0. Maintenant, on va regarder étude. On va faire l'étude en moins racine de 2, racine de 2.
on va faire cette étude-là. Alors, je calcule la matrice hessienne en ces points. Alors, qu'est-ce que ça va faire? Donc, il faut déjà se rappeler ce que c'est la matrice hessienne, après tout ce qu'on a fait. Je vais la remettre près de moi, histoire de voir un petit peu ce que c'est. Je vais même la laisser ici. Hein. Alors, en moins racine de 2, donc ça va faire 2, ça va faire 24, donc ça va faire 20, 4, moins 4 et 20. On va calculer son poème caractéristique. L'idée étant de trouver les valeurs propres. Si je vais regarder en fait le signe des valeurs propres de polynôme caractéristique. Alors quel est le polynôme caractéristique? C'est lambda moins 20, lambda moins 20 et moins 4. Voilà. Alors, donc, on va développer tout ça. Alors, donc là, ça va faire lambda moins 20 au carré, plus 16. Donc, alors ça fait lambda carré, moins 40 lambda. Plus 400. Alors, moins racine de 2. Alors, en fait, ces valeurs propres, si on calcule le discriminant, on va avoir des valeurs propres, me semble-t-il, toutes les deux strictement positives. Alors, je vais juste le vérifier. Donc, alors... les racines du polynôme x carré moins 40x plus 416. Alors, je pense qu'en fait, je me prends un peu la tête, mais il y a un moyen beaucoup plus simple. Hein. Enfin, dans tous les cas, il y aura des calculs, mais en fait, la somme des... la trace, c'est la somme des valeurs propres. Mais elles sont toutes les deux strictement positives. Donc elles sont, ça je vous laisse le vérifier, elles sont toutes les deux strictement positives. Donc F présente d'après le cours un minimum local en moins racine de 2. Racine de 2. C'était bien ce point-là que... Voilà, moins racine de 2, racine de 2. Et maintenant... étude au point racine de 2 moins racine de 2. Eh bien, il se trouve que... en fait... c'est la même discussion qu'avant, parce qu'en fait, on remarque que pour tout xy appartenant à R2, f de xy, c'est f de yx. Donc, f présente et f présente aussi un minimum local en racine de 2 moins racine de 2.
En effet, alors je vous explique un petit peu pourquoi. Ici, on a montré qu'il y avait un minimum local en moins racine de 2, racine de 2. Donc, d'après la définition, reprenons la définition d'un minimum local, d'après la définition, il existe un voisinage V tel que, eh bien, on a cette majoration lorsque xy est dans V. Vous allez prendre ce V, donc ce V, vous savez qu'il existe, vous allez prendre ce voisinage V, et une fois que vous avez pris ce voisinage V sur lequel vous avez l'inégalité, alors là je vais plutôt le dire à l'oral, donc je ne vais pas l'écrire, vous allez poser V' égale XY dans R2 tel que YX est dans R2. YX appartient à V. Et votre but, qu'est-ce que c'est? Votre but, c'est de démontrer que f présente un minimum local en racine de 2 moins racine de 2. Alors, ce nouveau voisinage V', en fait, c'est bien un voisinage de racine de 2 moins racine de 2, parce que racine de 2 moins racine de 2, c'est quelque chose qui appartient à V'. Et en plus, si vous regardez f de xy, f de xy, ça va faire quoi? Si vous regardez pour tout xy appartenant à V', f de xy, c'est quoi? C'est f de yx. Yx, ça appartient à V, parce que xy appartient à V'. Et donc, lorsque vous avez un élément qui est dans V, vous avez la minoration. Donc, alors, je regarde juste si j'ai pas écrit une bêtise en fait. Non, c'est bon. Vous avez la minoration. Ce V, il vaut pour moins racine de 2. Racine de 2, mais ça, c'est aussi égal à f de racine de 2, racine de 2. Voilà. Donc ça vous justifie, en fait, je reviens à la définition, ça justifie que la fonction f présente un minimum local en racine de 2 moins racine de 2. C'est un argument qui marche dans ce cas précis parce que y a une symétrie, en fait. Calculer f en xy, c'est pareil que calculer f en yx. Donc dans ce cas-là, vous pouvez raisonner comme ça. Donc voilà, ce qui est un peu compliqué, c'est quand la matrice hessienne possède 0 comme valeur propre. Là, on l'a vu, la discussion était un petit peu plus compliquée. Voilà, on va s'arrêter là, c'est déjà bien assez.